Bonsoir à tous, bonjour à tous, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Et merci de vous être connectés, merci d'être nombreux à vous être connectés. Euh, Bienvenue dans ce 14e numéro de Think Out of the Box. Et donc, c'est un numéro qui est organisé par le chapitre du PMI en RDC, PMI pour Project Management Institute. Et donc, il s'agit d'un podcast, une sorte de podcast au cours duquel nous avons l'honneur de recevoir un professionnel dans son domaine qui va nous parler de son parcours, de ses challenges et avec lequel on va aborder un certain nombre de thématiques. Et donc, pour ce 14e numéro, nous allons accueillir Monsieur Samuel Savoie. Je dois juste rappeler que Think Out of the Box se tient tous les deuxièmes jeudis du mois, de 18h à 20h, de 18h30 pardon, à 20h. Et surtout, pardon, il passe en direct sur Zoom ainsi que sur Facebook. Alors, pour ce 14e numéro, nous allons recevoir Monsieur Samuel Savoie. Bonsoir Samuel. Alors, qui est Samuel? Samuel, c'est le directeur général Afrique de l'organisation qu'on appelle la CISAC, c'est-à-dire la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et de compositeurs. Alors, Samuel a pour mission de coordonner les activités des sociétés de droits d'auteur en Afrique, de promouvoir les lois relatives à la propriété intellectuelle liées aux œuvres de l'esprit et développer un réseau efficace de sociétés de gestion collective. Et Samuel est détenteur d'un master en propriété intellectuelle et c'est un professionnel de plus de 20 ans de carrière. Alors, mais avant de commencer notre petit entretien avec Samuel, je vais d'abord, comme d'habitude, présenter le PMI, présenter le chapitre du PMI et surtout, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui ont envie d'avoir plus d'informations sur ce qu'est le PMI. Et enfin, pour toute personne qui a des questions, n'hésitez pas à utiliser le menu questions-réponses ou bien à utiliser le chat. Alors, qu'est-ce que le PMI? Rapidement. Alors, qu'est-ce que le PMI? Rapidement, je vais faire une petite présentation où je vais répondre à trois principales questions. Qu'est-ce que le PMI? Qu'est-ce que le chapitre du PMI en RDC? Comment adhérer? Comment devenir membre? Et surtout, pourquoi devenir membre effectif ou volontaire au sein du chapitre? Alors, qu'est-ce que le PMI? À la première question, qu'est-ce que le PMI? Le PMI, c'est le Project Management Institute et c'est une organisation professionnelle, la plus grande organisation professionnelle dans le monde de la gestion de projet. Et elle existe depuis 1969 et elle a été créée aux États-Unis. Et le PMI a mis en place des standards de gestion de projet et ces standards se sont vraiment imposés sur le plan international. Aujourd'hui, en termes de chiffres, le PMI, c'est un peu plus de 700 000 membres à travers le monde et, et on compte environ plus d'un million de certifiés, de personnes certifiées, c'est-à-dire des personnes détenant des certifications dans le domaine de la gestion de projet délivrées par le PMI. Et qu'est-ce qu'une certification? C'est lorsque une organisation reconnaît d'un niveau d'expérience et de compétence dans un domaine précis. Et en l'occurrence, en ce qui concerne le PMI, il s'agit de la gestion de projet. Et donc,
Le PMI a des certifications qui concernent tous les niveaux d'expérience. Il s'agit que ce soit pour les niveaux, pour les professionnels, aussi bien pour les professionnels que pour les étudiants. Et ça concerne tous les domaines car la gestion de projet est un domaine transversal. Et rapidement, quelques certifications. Là, nous avons la panoplie de certifications qui ne nécessitent aucune expérience professionnelle, c'est-à-dire que ce sont des certifications orientées, euh, qui sont orientées étudiants ou jeunes professionnels. Et parmi ces certifications, la plus connue et la plus populaire dans ce lot, c'est le CAPM, Certified Associate Project in Project Management. En plus de ça, nous avons des certifications qui nécessitent 3 ans d'expérience, un minimum de 3 ans d'expérience. Et là, on voit, c'est vraiment des certifications pour des professionnels qui sont déjà dans le domaine du travail. Et là, nous avons la certification la plus demandée, la plus populaire. Il s'agit du PMP, Project Management Professional. Mais ce n'est pas la seule, il y en a d'autres. De plus, nous avons des certifications pour les seniors, c'est-à-dire des certifications qui nécessitent 8 ans d'expérience au minimum. Et là, nous avons ce qu'on appelle le PGMP, la gestion de programme, et le PFMP, la gestion de portefeuille. En plus de ça, nous avons ce qu'on appelle des spécialisations, qui sont des certifications dans un domaine précis de la gestion de projet. Là, nous voyons par exemple le PMI-RMP, qui est la certification dans le domaine de la gestion des risques. Nous avons le PMI-CP, qui est une certification pour les professionnels dans le domaine de la construction. Et dernièrement, le PMI a mis en place 2 autres certifications. Qui concernent les PMO, Project Management Office, qui sont des bureaux de gestion de projet au sein des organisations ou des institutions. Et donc, ça, ce sont un peu le tableau des spécialisations, des certifications qui sont des spécialisations. Et chacune a un certain nombre, a des critères pour pouvoir les passer. Il n'y a pas que des certifications, nous avons aussi ce qu'on appelle des micro-credentials, qui sont des mini-formations dans un domaine de la gestion de projet. C'est-à-dire que pour les personnes qui n'ont pas le temps ou bien qui n'ont pas le temps, beaucoup de temps à consacrer à une certification, car la certification est un peu lourde, elles peuvent se rabattre sur ces micro-credentials et ces mini-formations et toujours renforcer leurs connaissances. Et dans ce domaine-là, nous avons un certain nombre de mini-formations dans le domaine agile, euh, dans le domaine de Citizen Developer, c'est une certification pour les personnes qui agissent, qui ont un rôle au sein de la cité, et ainsi de suite. Dans le domaine de la transformation des organisations. Et donc, ce sont des mini-formations qui ont un certain impact et qui permettent d'emmagasiner de la connaissance aux standards internationaux. Alors, en termes d'organisation, le PMI est organisé en 8 régions et nous comptons dans ces 8 régions 303 chapitres. 303 chapitres qui sont répartis à travers 222 pays et territoires. C'est-à-dire qu'il est difficile de trouver un pays ou un territoire sans le PMI, sans un chapitre du PMI, si voulais-je dire. Alors, bien sûr, la RDC a son chapitre qui existe depuis juillet 2017, c'est-à-dire qu'il a aujourd'hui, c'est la 7e année d'existence. Et au sein de ce chapitre, nous avons une communauté composée d'étudiants et de professionnels venant de tous bords. Alors, comment devenir membre? Comment adhérer? Euh, Nous avons trois rôles il y a 3 façons de s'engager au sein du chapitre. 3 façons. La première façon, c'est d'être membre sympathisant, c'est-à-dire que vous vous limitez à participer aux différentes activités. La deuxième façon, c'est d'être membre effectif, c'est-à-dire que vous participez
comme toute association professionnelle, pour être membre effectif, il faut payer des frais annuels d'adhésion. Et pour les étudiants, ces frais annuels d'adhésion s'élèvent, pardon, à 17 dollars, à savoir 12 dollars pour le PMA et 5 dollars pour le chapitre, tandis que pour les professionnels, les frais d'adhésion s'élèvent à 129 dollars, à savoir 99 dollars pour le PMA, 20 dollars pour le chapitre et 10 dollars pour les frais administratifs, au cas où ce serait un premier abonnement. Et enfin, il y a les volontaires. Les volontaires peuvent être membres ou pas, mais il faut souligner qu'il y a des positions de volontaires qui nécessitent d'être membre du chapitre. Mais qu'est-ce qu'un volontaire? C'est une personne qui est disposée à donner de son temps et de son expertise de manière bénévole pour l'organisation, faire la promotion de la gestion de projet, pour organiser des activités au sein du chapitre, telles que ce webinaire. Euh, enfin, en plus d'être membre, peu importe le type d'engagement que vous avez, vous êtes censé respecter le code de déontologie et de conduite professionnelle du PMI. Le PMI est une organisation qui repose sur des valeurs et ces valeurs sont la responsabilité, le respect, l'impartialité et l'honnêteté. Et donc, toute personne qui s'engage au sein de cette organisation et s'engage aussi à respecter ces 4 valeurs fondamentales. Alors, pourquoi devenir membre et pourquoi s'engager en tant que volontaire? Premièrement, lorsqu'on est membre, on fait partie d'une forte communauté. Cette forte communauté est composée nous avons 700 000 membres à travers le monde qui sont répartis à travers 222 pays et territoires. Et au niveau local, ça c'est au niveau mondial, mais au niveau local, nous avons environ 140 membres effectifs, plus de 300 membres sympathisants, 80 volontaires environ qui travaillent pour faire la promotion des activités du chapitre, et enfin 10 organisations partenaires, une dizaine d'organisations partenaires. Donc, on fait partie d'un réseau à la fois global et local. On fait partie d'une communauté, d'une très forte communauté. La deuxième raison pour être membre effectif, là c'est pour les membres effectifs, c'est qu'on bénéficie gratuitement des ressources du PMI. Nous avons accès aux ouvrages de référence, nous avons accès à des abonnements à des revues de renom, nous avons accès à des articles, nous avons accès à des formations et à des webinaires. Nous avons, pour ceux qui travaillent dans la gestion de projet, et ils ont accès à des modèles de documents, donc ils n'ont pas besoin de réinventer la roue. Et pour ceux qui utilisent déjà des outils d'intelligence artificielle, le PMI a aussi son outil d'intelligence artificielle qui s'appelle PMI Infinity et qui est gratuit pour tous les membres, pour les membres effectifs. Et à part ça, il y a diverses autres ressources qui sont gratuites pour les membres effectifs. Bien sûr, pour les non-membres, ils n'ont pas accès à tout ça. Enfin, nous avons des réductions pour tous les événements payants et puis pour les certifications et pour les micro-credentials dont j'ai parlé plus tôt. Et donc, il y a toujours un prix pour les membres et un prix pour les non-membres. Je donne un exemple. Pour ce qui est du PMP, nous avons un prix pour les membres qui est de 284 dollars et un prix pour les non-membres qui est de 575 dollars. Ça veut dire que ça passe du simple au double selon qu'on est membre ou non-membre. De la même façon pour le CAPM, le prix pour les membres est de 158 dollars et pour les non-membres, il est de 210 dollars. Enfin, pour ceux qui veulent pourquoi devenir volontaire, c'est que on a accès à des professionnels. C'est-à-dire qu'on a accès être volontaire nous permet de travailler avec des professionnels dans le domaine, ce qui nous permet d'apprendre
d'emmagasiner de l'expérience. Et même pour ceux qui sont déjà professionnels, ça nous permet de maîtriser encore mieux l'organisation d'activités, la gestion de projets de manière générale. Et pour ceux qui acceptent d'avoir un poste formel, cette tâche peut être mise en valeur dans son curriculum vitae ou bien dans son profil professionnel. Voilà un peu quelques avantages. Ce n'est pas tous les avantages, mais c'est quelques avantages principaux que confère le fait d'être membre et professionnel. Et enfin, on finit avec quelques statistiques, c'est qu'à travers le monde aujourd'hui, on compte, comme je l'ai dit, le PMI, c'est plus de 700 000 membres à travers le monde, mais on compte environ 1,4 million certifiés PMP à travers le monde et 68 000 CAPM. Et en RDC, on compte environ 80 certifiés seulement. Pour 100 millions d'habitants, avoir environ 80 certifiés, c'est vraiment très peu. Alors, pour les prochains événements du chapitre, nous avons premièrement le 25 mai, le samedi 25 mai, nous avons une conférence à Orange Digital Center. Orange Digital Center est un partenaire du chapitre et cette conférence va porter sur les stratégies innovantes pour booster l'employabilité des jeunes. Et enfin, nous avons le jeudi 30 mai, qui est le dernier jeudi du mois. Nous avons notre focus sur la gestion de projet, qui est un webinaire au cours duquel on parle en profondeur de la gestion de projet, qui est une mini-formation gratuite pour les personnes qui sont intéressées par la gestion de projet. Alors, pour finir, comme je l'ai dit la dernière fois, nous avons notre site. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations, nous avons notre site qui est www.pmi-drcongo.org et nous avons nos différents canaux sur Facebook, notre adresse email. Nous sommes disponibles sur WhatsApp et bien sûr sur Facebook, X, Instagram et LinkedIn. Merci à tous pour votre attention. Maintenant, nous allons commencer notre petit entretien avec Samuel. Samuel, tu peux allumer voilà. Alors, Samuel, tu peux déjà commencer par brièvement te présenter et parler de ton parcours scolaire et académique. Merci beaucoup Didier, vraiment merci au PMI chapitre de la RDC pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir. J'ai eu l'occasion de voir circuler certaines invitations. Donc, je suis très curieux du PMI et donc c'est un grand honneur aujourd'hui de prendre la parole pour le PMI. Et donc, je m'appelle Samuel Sangwa. Mon parcours scolaire, j'ai fait mes études primaires à l'école Al-Fadjiri de Bukavu, pour ceux qui connaissent Bukavu. Donc, je suis un collégien, on va dire, de bout en bout. Je n'ai pas fait de maternelle. Ma mère, qui est une enseignante, m'avait déjà donné des rudiments, on va dire, de l'écriture, du calcul, ce qui fait que j'ai sauté directement en première année primaire. Et de la première année primaire jusqu'à la sixième que j'ai fait au collège. Et j'ai fait des humanités littéraires, non pas par choix, mais par crainte des mathématiques. Donc, j'ai une crainte horreur des calculs. Et donc, en deuxième CO, comme on appelait ça, le cycle d'orientation, je suis allé vers la littérature et donc j'ai fait latin à partir de la troisième littéraire jusqu'à la sixième. Et donc, j'ai terminé au collège Alpha-Léry avec un diplôme latin philo, ce qui m'a donné vraiment goût à la traduction et aux langues. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mon travail actuel. C'est vraiment
tout le commerce entendu entre le rapport entre une langue et une autre. Voilà. Et après, j'ai fait mes études universitaires à l'Université catholique de Bukavu, des études de droit. Ici aussi, c'est par crainte des facultés pures et dures où il y avait mais j'ai beaucoup aimé moi et après j'ai fait les cliniques. Voilà. Donc c'est un peu ça, on va dire, pour le niveau primaire, secondaire et universitaire premier cycle. Et après, plus tard, après une expérience professionnelle, j'ai aussi décidé de faire ce qu'on appelle un MIP, Master in Intellectual Property, donc une maîtrise en propriété intellectuelle. Voilà, mais ça, c'est très particulier parce que c'est venu parce qu'à un moment, j'ai été confronté à une situation particulière qui m'a décidé de prendre cette voie-là d'un point de vue académique. Voilà un peu de manière ramassée mon parcours scolaire. Ok. Samuel, tu pourras parler un peu plus fort, hein, parce que Ah, ok. nos, Ok. nos participants sur Facebook surtout ont du mal à bien t'entendre. Et donc, si tu pourras parler un peu plus fort. Alors, Ok. et donc, après ce parcours académique, comment est-ce que tu commences avec le parcours professionnel? Alors, quand je finis mes études de droit, j'ai du mal à trouver un emploi. Et donc, j'ai commencé d'abord par l'enseignement, parce que c'était le plus simple, on va dire. Donc, je commençais par donner cours dans une école secondaire au niveau de Bukavu pour vraiment essayer de subvenir à mes besoins, on va dire. Et j'ai aussi eu l'opportunité à la fois au secondaire, mais aussi à l'université, d'être très tôt intéressé au théâtre. Déjà au collège à Padiri, on avait du théâtre et à l'université, j'ai aussi fait du théâtre. Et donc, j'ai donné cours à la fois de français, mais aussi d'initiation au théâtre à des enfants de l'école secondaire. Donc, c'est comme ça que je commence plus ou moins dans la carrière professionnelle. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'est la grande époque du système des Nations Unies, la MONUSCO à l'époque. Et il était très difficile d'entrer dans ce système-là. J'avais des amis qui étaient partis, mais moi, je n'ai pas pu. Je pense que je n'avais pas de bons réseaux. Voilà. Et jusqu'à un moment où je tombe, mais vraiment par hasard, sur une annonce qui Et pour une raison ou pour une autre, et je pense que c'est intéressant de le partager avec ceux qui suivent, j'ai une conviction ferme que ce poste était pour moi. Et donc, moi qui ai fait droit, on demandait un chargé de programme chargé du volet agriculture. Et donc, j'ai pris le temps de vraiment apprendre à quoi ce poste correspondait. Et j'ai fait ma demande, vous savez tous les fameuses lettres où il faut faire une motivation. Et donc, j'ai fait ma demande en ciblant en fait cet aspect-là. Après, j'ai quand même beaucoup dû apprendre. On est au début des années 2009-2008. Google n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, on est encore dans les cybercafés. Et donc, je suis allé dans les cybercafés pour apprendre. C'est comme ça que j'ai fait ma demande dans la coopération japonaise. Et parmi les 3 personnes qui avaient été retenues, j'ai été retenu. Je suis parti faire mon test. Et il y avait des personnes qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi, mais je pense
que moi j'ai été retenu, on me l'apprendra plus tard parce que je parlais anglais. La seule différence, les Japonais en face, leur français était très rudimentaire, mais l'anglais, voilà. Et donc, je pense que moi, je suis passé le dernier et le lendemain, ils m'ont appelé en me disant, nous avons été intéressés par votre profil et voilà, est-ce que vous voulez passer pour qu'on vous fasse une proposition de contrat? Imaginez bien que venant de l'enseignement, je tombais sur un contrat où je voyais 3 zéros derrière un 1 en dollars. Pour moi, c'était complètement fou. Et donc, eux, ils croyaient que c'était très peu. Moi, j'ai signé directement. Voilà. Mais c'était vraiment par la foi. Et après, ça m'a poussé vraiment à aller apprendre l'agriculture. J'avais tout un programme sur la question des engrais, la question de la préservation des terres, la question de l'introduction de nouvelles variétés de riz en Afrique, la question qui s'appelle land husbandry, c'est-à-dire l'aménagement des sols pour l'irrigation. Donc, j'ai vraiment appris, et ça, c'était 2000, pratiquement 8 jusqu'à 2015. Et je suis passé de chargé de programme assistant à chargé de programme principal. Et puis, je suis devenu coordinateur de projet et puis chef de projet. Donc, j'ai vraiment gravi. Et mon portefeuille s'est élargi. Je commençais avec l'agriculture. Après, je suis allé dans les infrastructures, d'énergie, l'eau et l'assainissement. Et puis, j'ai aussi pris l'éducation. Et j'ai fini avec le secteur privé. Donc, comment développer le secteur privé. Et c'est là que j'ai eu la chance d'être envoyé au Japon pour la toute première fois pour un projet spécifique qui s'appelle Un village, un produit. C'est une approche japonaise très, très spécifique qui s'appelle OVOP, One Village, One Product. Et j'ai vraiment beaucoup appris parce que c'est une formation qui se passe dans une université, dans une ville qui s'appelle Oita, où j'ai rencontré le fondateur de ce mouvement-là, qui s'appelle One Village, One Product, c'est-à-dire dans chaque village, que vous vous spécialisez sur la production d'un produit spécifique et que vous développez vos compétences sur toute la chaîne de valeur de ce produit-là. Voilà. Et donc, c'est vraiment des connaissances que j'utilise encore beaucoup aujourd'hui, que j'ai apprises au Japon. C'est comme toute une autre culture de travail, un rapport avec la nature, un rapport avec le travail. Voilà un peu plus ou moins la première partie de mon parcours professionnel avant que je ne décide d'aller faire un master. Ok, et donc finalement, comment tu arrives au niveau dans le domaine de la propriété intellectuelle, des droits d'auteur et tout? Voilà. Alors, lorsque j'étais en dernière année à l'université, comme je l'ai dit, très intéressé par le théâtre, donc il y a eu l'opportunité qui a été offerte pour une formation sur le théâtre, une première année. Et puis, il y a eu une deuxième formation. La première formation, j'ai été formé à ce qu'on appelle le jeu de l'acteur, donc un comédien de théâtre, comment est-ce qu'on se déplace sur une scène, comment est-ce que on incarne un personnage, ce genre de choses-là. Donc, j'ai suivi une formation pour ça pendant pratiquement 2 mois. Et une deuxième formation, ça a été la gestion des projets artistiques. Et donc, ce qu'on appelle la gestion des projets culturels. Et ça, c'est complètement un autre pendant. C'est tous les métiers de ceux qui accompagnent les artistes, de ceux qui accompagnent l'industrie. Donc, eux, ils ne sont pas sur le plateau, ce n'est pas eux qui chantent, mais c'est les personnes qui sont derrière, qui accompagnent les artistes en termes de contrats, en termes d'élaboration de tournées. Voilà. Et donc, j'ai appris la gestion de projets artistiques, comment est-ce qu'on monte un projet pour demander des financements, parce que c'était ça l'exercice, demander des financements pour des projets culturels. Et lorsque j'ai fini cette formation, j'ai été attaché à un groupe de musique. C'est un groupe de musique avec des amis qui étaient à l'université. Je chante, mais comme tout le monde, sous la douche. Donc, je n'étais pas un bon chanteur. Et donc, ils m'ont dit, comme toi, tu as fait non seulement droit et gestion de projets artistiques, est-ce que tu veux être notre manager?
Mais à l'époque, je ne savais pas c'était quoi. Mais mon travail, c'était de leur trouver ce qu'on appelait des opportunités de prester et pour qu'ils aient des petits paiements. Et moi, je m'occupais de toute la partie contractuelle. Donc, j'allais voir les contrats, puis je faisais des petits dépliants que je donnais dans des lieux où on cherchait des orchestres, et ainsi de suite. Et le groupe, plus ou moins 2009-2010, lorsque je commence dans la coopération japonaise, je l'accompagne. Et un jour, il y a une personne en anglais qui nous entend chanter et qui vient nous trouver en nous disant, je pense que votre groupe a un potentiel. Moi, je viens d'Angleterre, j'ai des connexions avec des maisons de production de musique, je voudrais vous enregistrer. Et si ça marche, je peux vous ouvrir les portes euh, de la renommée des tournées. Bon, moi, j'étais déjà dans la coopération japonaise, donc j'avais quand même un petit salaire, mais pour mes amis complètement artistes, qui vraiment y croyaient, pour eux, c'était une opportunité. Et donc, on s'est donné rendez-vous et le monsieur en question nous a enregistrés. Il a pris le matériel et il est parti. Et on n'a plus jamais revu. Et un an plus tard, l'un des membres du groupe est en train de suivre un film qui s'appelle Africa United. C'est l'histoire en fait de trois jeunes qui quittent le Congo, le Rwanda et le Burundi et qui vont en Afrique du Sud pour suivre la Coupe du Monde. Et donc, dans ce film-là, il entend la musique du groupe. Et là, c'est le choc. Et donc, il m'appelle, il dit, Samuel, viens écouter. Et donc, on écoute. Et effectivement, dans ce film-là, qui s'appelle Africa United, vous pouvez le voir sur Google, il y a 33 secondes de la musique du groupe. Et là, pour nous, c'est un choc. Comment est-ce qu'une musique que nous faisions comme ça, là, de manière très... Le son. C'est bon, tu m'entends? Tu peux parler un peu plus fort? Ouais, là, tu m'entends, c'est bon? Ouais, là, c'est parfait. Je pense que c'est up and down. Et donc, moi qui étais chargé du management du groupe, les amis me disent, mais écoute Samuel, il faut que tu fasses quelque chose. Et donc, je vais sur Google, je vois le film, je vois le producteur, c'était Gaumont. Et donc, je cherche l'adresse de Gaumont, j'écris à Gaumont par email, voilà. Mais Gaumont ne répond pas. Voilà. Et il se passe encore un an. Malheureusement pour eux et heureusement pour nous, le pays à l'époque, par le biais du ministère de la Culture, avait investi un peu d'argent dans le film, puisque une partie commence en RDC, et l'une des clauses du contrat stipulait que le producteur du film devait revenir pour montrer le film à la population. Et lorsque moi je l'apprends, je vais maintenant dire que prévoit la loi lorsque une telle situation se présente. Et c'est comme ça que je vais voir la loi sur la propriété intellectuelle et je vais voir la loi sur le droit d'auteur. Et c'est là que j'apprends que toute personne a le droit de saisir une œuvre dans laquelle il y a une violation de son droit. Et donc, je me rends à la police, mais la police me dit, mais vous êtes fou, c'est une chance extraordinaire que votre musique soit dans votre film. Dans ce film-là, ça va vous faire de la publicité. Moi, j'ai dit non, il y a un véritable problème de droit. Personne ne comprenait. Voilà. Mais j'ai eu le courage, je suis allé voir ceux qui allaient recevoir le film parce qu'ils voulaient inviter le gouverneur et tout le monde en disant, voici un film dans lequel il y a une œuvre qui viole nos droits. Et très peu de gens comprenaient à l'époque parce que nous sommes pratiquement en 2009-2010. Et je demande à la police d'envoyer une lettre à la production. Et donc, il y a quelqu'un quand même à la police qui le comprend et qui écrit à la production, on était à 3 jours de la production du film, en disant, nous avons constaté que votre film est indexé pour une question de droit. Comme eux, ils connaissent cette question-là, et donc ils ont eu peur, parce que ça allait toucher leur réputation, et je vais y revenir, cet aspect très, très important plus tard dans ma carrière sur le droit d'auteur, la réputation. Et donc, le fait que j'ai dit, ce film viole les droits d'auteur, et moi je le fais savoir, le producteur est venu me chercher. Et donc, il est venu me chercher, et il est venu avec la personne qui nous avait enregistré.
Et celle-ci a dit, écoute Samuel, on comprend très bien le problème qu'il y a eu. Nous, on propose de compenser la journée de travail où on vous avait enregistré, surtout que cette journée-là, vous n'aviez pas mangé. Et pour moi, là, ça a été quel coup de folie que le gars nous dise, écoute, on va vous dédommager pour le repas. Et donc, je lui ai dit, vous nous réduisez à un estomac. Tout ce que vous voyez en nous, c'est un estomac, c'est des gens affamés. Et j'ai compris directement qu'il y avait quelque chose d'un rapport de force et d'un regard. C'est vraiment une question de regard entre une partie et une autre. Une partie qui se croit tout permise parce qu'elle vient de l'extérieur, elle a des moyens financiers et tout. Et donc, moi, j'ai dit, si c'est comme ça, ce film ne va pas être projeté. Et il y avait là des témoins, dont quelqu'un de la police qui a dit c'est une insulte. Et donc, nous aussi de la police, nous interdisons que ce film soit projeté. Comme ils avaient déjà envoyé des invitations au gouverneur et tout, ils ont été coincés. Et donc, le lendemain, ils sont revenus me voir en disant, il faut qu'on négocie. Et ils disent, voilà, nous, on va commencer par 1 000 $. Moi, j'ai dit non, pas 1 000 $. Ils ont dit 5 000. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que j'étais allé voir sur Google, le film avait été exploité aux États-Unis, en France, en Angleterre. Dans les salles, il avait été traduit déjà. Et j'ai vu le budget du film qui a avoisiné pratiquement le million d'euros à l'époque. Donc j'ai dit non, vous ne pouvez pas nous donner 5 000, voilà. Mais ils me disent non, pour 33 secondes. Et comme ça, sur un coup de tête, je leur ai dit 100 000. Et là, ils ont sauté au plafond. Mais ce n'est pas possible, 100 000 $. Où est-ce que tu penses que nous allons trouver 100 000 $ pour 33 secondes? Et moi, j'ai dit, vous avez violé nos droits. La loi nous donne le droit à une compensation par rapport à cela. Donc, ils sont répartis. Et c'était le lendemain de la veille de la projection. On n'a pas trouvé de compromis. Ils sont revenus le lendemain chez moi à 7 heures du matin. Et là, cette fois-ci, c'est le producteur, le compositeur du film et sa femme. Parce que le producteur a dit, c'est le compositeur du film qui avait plus ou moins été à l'origine de cette infraction-là. Et sa femme était aussi sur ce projet-là en tant que réalisateur. Et donc, ils sont revenus en me disant, il faut qu'on trouve un compromis. Moi, j'ai dit, voilà. Mais après, j'ai parlé aux amis qui me disent, mais Samuel, prenons même 5 000 $. Mais moi, j'ai dit non. On va aller jusqu'au bout, on va voir. Et donc, moi, je leur ai dit 50 000. Et le couple m'a dit, nous sommes obligés de vendre notre maison. Et moi, j'ai dit, je suis vraiment désolé que vous soyez réduit à vendre votre maison, mais j'estime que voilà. Et ils ont accepté parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et on a signé un contrat. Et moi, je leur ai dit, je veux voir le transfert de l'argent avant que nous ne donnions, nous donnions notre accord. Et ils nous ont demandé de signer un accord de confidentialité. Donc, aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, je suis en train de le violer, mais je pense que c'est très important de l'expliquer. Et donc, en disant que nous, on ne raconterait pas cette histoire. Et dans la journée, ils ont fait un transfert. Pour nous, c'était la fête. 50 000 $ pour 33 Pour 33 dans un secondes. film. Et c'est Exactement. là que j'ai pris conscience de la valeur économique de la créativité, de la musique. Voilà. Et donc, OK. j'ai continué vraiment à creuser cela toute la période où je travaillais à la coopération japonaise. En 2015, à un moment, j'ai gravi les échelons dans la coopération japonaise. Je n'avais plus de challenge, je n'avais plus d'envie. Le travail est devenu une routine. Or, moi, je travaille à la passion. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller faire un master en propriété intellectuelle dans une université qui se trouve au Zimbabwe, qui s'appelle Africa University, qui est soutenue par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et de Africa Regional Intellectual Property Organization. Donc, ils donnent des bourses, mais moi, je n'étais pas boursier parce que c'est beaucoup pour les pays anglophones dont la RDC ne fait pas partie. Et donc, moi, j'ai payé pour moi-même. Et c'est là que je me suis vraiment perfectionné sur la question de la propriété intellectuelle et du copyright, du droit d'auteur. Et en revenant, j'ai postulé à la Confédération internationale des sociétés de droit d'auteur qui était à la recherche d'un directeur pour l'Afrique. Et là aussi, j'ai vraiment euh, argumenté pourquoi est-ce que c'était très important cette question. Et c'est comme ça qu'en 2016, j'ai été engagé à la Confédération internationale
société d'auteur et compositeur, la CISAC, où je travaille encore jusqu'aujourd'hui. OK, OK. Alors, première question, c'est quoi la CISAC? Alors, C'est quoi la CISAC concrètement? alors, la CISAC, c'est l'acronyme de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs. C'est la plateforme, la fêtière qui réunit ce qu'on appelle les sociétés des droits d'auteur. Donc, c'est la seule organisation au niveau mondial qui réunit les sociétés des droits d'auteur. Les sociétés des droits d'auteur, ce sont des entités auxquelles les artistes confient le mandat de protéger leurs droits. Mais de manière simple, c'est de collecter de l'argent et de le leur donner. Mais puisque les œuvres, la musique, la littérature, l'audiovisuel n'ont pas de frontières et que la propriété intellectuelle, elle est territoriale, il était important d'avoir une fêtière pour harmoniser les pratiques, les législations. Et c'est là que la CISAC a été créée en 1926. Ça, c'est très important parce que à l'époque, nous sommes dans la période coloniale. Il n'y a pas encore de société de droits d'auteur en Afrique. Ça commence essentiellement en Europe, particulièrement en France, et ça s'étend. Et donc, les premiers pays africains qui établissent des sociétés de droits d'auteur, c'est dans les années 70, 80. Ce qui fait que le droit d'auteur est encore relativement jeune en Afrique. Et donc, c'est ça la CISAC qui travaille au niveau global. Aujourd'hui, la CISAC, c'est 215, c'est 225 sociétés de droits d'auteur sur les 5 continents. Ouais. Et la OK. CISAC représente à peu près 5 millions d'artistes dans les répertoires de la musique, cinéma, de la littérature, des arts visuels, c'est-à-dire sculpture, photographie et compagnie. Et voilà. Et sur le continent africain, la CISAC, c'est 30 sociétés de droits d'auteur dans 29 pays. Et ça va de l'Algérie au Maroc, en passant par la Tunisie, le Sénégal, le Mali, le Togo, le Bénin. Pour l'Afrique de l'Est, on a l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie. Pour l'Afrique australe, on a la Namibie, la Zambie, le Botswana. Cette année, nous accueillons le Lesotho. Voilà. Et vous remarquerez que je ne cite pas la République démocratique du Congo, qui, dans les années 80, faisait partie de la CISAC. À l'époque, c'était ce qu'on appelait la SONECA, mais aujourd'hui, ne fait plus partie de la CISAC, malheureusement, mais on y reviendra. C'est aussi l'une des batailles que j'ai, c'est de ramener la République démocratique du Congo dans l'escarcelle des sociétés de droits d'auteur. OK, OK. Alors, alors on va entrer un peu dans le vocabulaire. C'est quoi un droit d'auteur? Alors, le droit d'auteur, il faut tout simplement imaginer que toi, moi, nous écrivons un texte. Nous tous, nous écrivons des textes pour le travail, voilà, et que ce texte est en fait le résultat d'un travail intellectuel. Notre cerveau fonctionne par abstraction. Nous voyons des réalités extérieures, notre cerveau les transforme en abstraction et conceptualise, et nous pouvons les ressortir de nouveau dans le but de communiquer soit une idée, un message, une émotion. Et donc, les artistes, en fait, procèdent par ce travail intellectuel. Il y a un travail de conceptualisation, d'abstraction, et ils mettent à disposition ce qu'on appelle des œuvres artistiques dont le but, c'est de communiquer un message, de communiquer une émotion, de susciter l'indignation, ainsi de suite. Et il y a donc une relation entre le travail intellectuel, qu'on appelle un investissement intellectuel, et le produit qui en sort. Et la loi établit un lien de propriété entre l'investissement intellectuel, la personne qui fournit cet investissement intellectuel, et le produit qui en sort. Et donc, c'est un lien de propriété en droit. Et la propriété, c'est la propriété telle que vous la connaissez, qui peut être mobilière, c'est-à-dire sur un bien meuble. C'est la propriété sur un bien immeuble. Et ici, nous parlons de la propriété sur un bien intangible. Pourquoi? Parce que
C'est une œuvre de l'esprit, c'est un investissement, c'est quelque chose qui vient de l'esprit. Vous ne pouvez pas saisir la musique. Vous voyez le support sur lequel la musique se trouve, un CD ou un DVD, ou il est sur votre téléphone, mais la musique en soi, vous ne pouvez pas la saisir. Et pourtant, elle existe en tant qu'œuvre de l'esprit. Et donc, le droit d'auteur, c'est le droit qui consacre le lien entre une personne qui crée et son œuvre. Et donc, elle a un droit sur son œuvre en tant qu'auteur, c'est-à-dire la personne qui a créé une œuvre. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle le droit d'auteur. Et c'est là on le retrouve consacré dans la législation des pays, dans la partie qu'on appelle la loi sur la propriété intellectuelle, c'est-à-dire la loi sur les produits qui viennent du travail intellectuel ou d'un investissement intellectuel. Voilà plus ou moins ce qu'on appelle le droit d'auteur et qui concerne essentiellement ce qu'on appelle la propriété littéraire et artistique. Donc, tout ce qu'on écrit, même si ce n'est pas un roman, est protégé par le droit d'auteur. Même si, pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui est en train de prendre des notes dans ses propres termes, ce qu'il est en train de dire est protégé par le droit d'auteur. Voilà plus ou moins ce qu'on appelle le droit d'auteur de manière simple. OK. Et donc, et comment, quelle est la situation du droit d'auteur en Afrique de manière générale et puis en RDC de manière un peu plus particulière? Alors, de manière particulière, si on prend tout le continent dont je me charge, lorsque moi j'ai rejoint la CISAC en 2016, j'ai trouvé 32 sociétés de droits d'auteur et l'ensemble des sociétés de droits d'auteur collectées, ça veut dire récupérer de l'argent auprès des différents utilisateurs. En droit d'auteur, l'utilisateur, c'est ceux qui exploitent les œuvres, ceux qui exploitent la musique, ceux qui exploitent le théâtre, le cinéma, ainsi de suite. Et donc, ce sont les radios, les télévisions, les hôtels, les restaurants, les cafés, les festivals, les compagnies de téléphonie mobile, tout le transport dans un bus. Non, j'ai du mal à t'entendre. Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle des utilisateurs. Voilà. Et donc, les 32 sociétés de droits d'auteur récupéraient une somme globale de pratiquement 56 millions d'euros au niveau africain. Et d'année en année, on a plus ou moins accru. En 2017-2018, on est arrivé à 60 millions d'euros. Et dans la période juste avant la pandémie du Covid, l'Afrique était arrivée à 85 millions d'euros de collecte. C'est-à-dire, c'est tout l'argent que les 32 sociétés de droits d'auteur collectaient. Avec la Covid de 2020 à 2022, l'Afrique a perdu pratiquement 20 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'exploitation de musique, il n'y avait plus de festivals, les restaurants, les hôtels, les bars étaient fermés, ainsi de suite. Et donc, nous avons perdu à peu près 20 millions d'euros. Il n'y avait plus de collecte qu'au niveau des télévisions, des radios et du numérique. Et là, depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, dans le rapport mondial des collectes de la CISAC, c'est-à-dire c'est un document que vous pouvez trouver sur Google, vous écrivez tout simplement rapport mondial des collectes 2023, vous allez voir les chiffres. L'Afrique, maintenant, nous sommes maintenant à 76 millions d'euros, 76 millions d'euros. Et donc, on peut voir une certaine évolution en termes de chiffres. Néanmoins, ce chiffre, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'Afrique collecte très, très peu de droits d'auteur par rapport au potentiel, c'est-à-dire l'ensemble des exploitations. Lorsque moi, je rejoins la CISAC, je demande à faire un sondage dans 22 pays. Donc, dans l'année 2018-2019, je fais un sondage dans 22 pays pour voir le nombre de radios et de télévisions qui payent les droits d'auteur. Et le constat est assez alarmant. Dans ces 22 pays qui nous ont servi de sondage, il n'y a que 30% de télévision et 40% de radio qui payent les droits d'auteur.
Ce qui fait qu'on a 70% de télévision et des radios, de manière, si on fait une moyenne, qui ne payent pas les droits d'auteur. Et ça, c'est énorme à la dimension d'un continent. Et donc, il faut vous imaginer des radios et des télévisions, que ce soit du privé ou du public, qui jouent de la musique, passent des films, passent du théâtre, mais ne payent pas les droits d'auteur. Donc, il y a un manque à gagner énorme. Il faut aussi l'imaginer au niveau de ce qu'on appelle le live and background, c'est-à-dire des lieux où vous avez de la musique qui est jouée soit de manière directe, lorsque vous allez dans un concert ou dans un festival, ou de manière indirecte lorsque vous êtes assis dans un hôtel, dans un restaurant, dans un bus, et vous entendez de la musique. Et donc, il y a des pays où pratiquement, il y a 0% de paiement. Voilà. Et donc, c'est vraiment énorme le manque à gagner du droit d'auteur en Afrique. Et qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement que vous avez des artistes qui sont dans la précarité. Ça veut dire que vous avez d'un côté de la créativité qui est exploitée, mais des artistes qui n'ont pas les moyens d'avoir des revenus substantiels. Voilà. Et ça rejoint aussi toute la problématique du statut de l'artiste, ainsi de suite. Alors, pour revenir à la question de la RDC, où il y avait une société de droit d'auteur qui était membre de la CISAC, mais qui a plus ou moins périclité avec les soubresauts politiques des années 90 et qui, à un moment, pour des questions de gouvernance, n'a pas pu rester membre de la CISAC. La CISAC édicte des règles professionnelles assez strictes que chaque société de droit d'auteur doit respecter. C'est ce qu'on appelle la gouvernance, la transparence et la redevabilité. Lorsqu'une société de droit d'auteur n'arrive plus à cocher les 3 cases, la CISAC lui demande de quitter la confédération pour qu'elle se réorganise. Mais le fait que la société de droit d'auteur actuelle, la Socota, ne soit pas membre de la CISAC, c'est un manque à gagner pour les artistes RDC, surtout avec la rumba qui est devenue patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à monétiser cette rumba et on n'arrive pas à collecter de manière suffisante et à répartir les droits, non seulement pour la musique rumba exploitée sur le territoire national, mais aussi toute la musique rumba qui est exploitée sur le territoire global. Donc, il y a un véritable manque à gagner de ce côté-là pour la RDC. Voilà un peu si je schématise la question du droit d'auteur sur l'Afrique et la RDC. Ok, ok. Alors, quels sont les principaux acteurs de ce secteur? Alors, le droit d'auteur, il faut imaginer que c'est un triangle pour que ça fonctionne. Dans un premier temps, vous avez la loi. La propriété intellectuelle dans un pays est organisée d'abord par la législation. Il faut une loi. Donc, il faut une loi qui prévoit, de un, le droit d'auteur, c'est-à-dire chaque fois qu'un auteur a une œuvre, il faut que cette œuvre soit protégée, qu'on ne puisse pas l'exploiter sans l'autorisation de l'auteur. Voilà. Et donc, il faut d'abord une loi. Ça, c'est une première chose. D'un autre côté, vous devez avoir une société de droit d'auteur. Une société de droit d'auteur, c'est une entité, on va dire, technique, dont la mission, c'est d'aller recouvrer les droits, ce qu'on appelle des redevances, des artistes auprès des utilisateurs. C'est la société de droit d'auteur qui va aller voir les chaînes de télévision, les chaînes de radio, les restaurants, les cafés, les hôtels, pour leur dire, vous exploitez de la musique, de l'audiovisuel, de la littérature, vous devez payer. Donc ça, c'est le deuxième angle de notre triangle. Et le troisième, c'est l'applicabilité, c'est-à-dire faire respecter le droit d'auteur. Donc, les acteurs dont il est question, dans un premier temps, au niveau de la loi, c'est le gouvernement lui-même, dans sa branche législative, le pouvoir législatif, qui doit mettre en place une loi. Mais le droit d'auteur, ou plutôt les exploitations, les œuvres étant évolutives en termes d'exploitation, il faut que la loi s'adapte aussi. Nous sommes passés du 33 tours à la cassette, de la cassette au DVD et au CD, et aujourd'hui,
tout est complètement dématérialisé. Et donc, la loi doit pouvoir suivre ces évolutions. Aujourd'hui, la musique, on ne l'achète plus, on s'abonne à la musique. Pourquoi? Parce que la musique, maintenant, c'est sur Internet. Et donc, il faut que la loi puisse le suivre. Et si je prends le cas spécifique de la RDC, notre loi date de 1986. Donc, elle n'a pas évolué pour intégrer le numérique, par exemple. Ce qui fait qu'on a un véritable défi de ce côté-là. Et donc, ça, c'est le premier chantier. Parmi les acteurs, il nous faut le ministère de la Culture, le pouvoir législatif, pour dire qu'il nous faut revoir la loi. L'autre acteur, c'est la société de droit d'auteur elle-même. Et aujourd'hui, la société de droit d'auteur, ce sont les artistes eux-mêmes qui doivent connaître leurs droits, qui doivent participer à une assemblée générale, qui doivent demander des comptes, ainsi de suite. Donc ça, c'est les autres acteurs. Et après, vous avez ce qu'on appelle le enforcement, faire respecter la loi. Faire respecter la loi, il y a différents types d'acteurs. Ceux qui exploitent les œuvres, le secteur privé, les médias, et puis l'État lui-même qui revient dans sa mission de puissance publique de faire respecter la loi. Donc voilà plus ou moins l'écosystème du droit d'auteur en ce qui concerne les différents acteurs. Voilà. Ok, ok, merci beaucoup pour vraiment cette, pour, pour nous avoir bien expliqué, pour cette explication. Alors, j'aimerais savoir un artiste aujourd'hui qui fait une œuvre, qui est l'auteur d'une œuvre. Concrètement, comment est-ce qu'il est censé la faire protéger? Alors, le principe de départ, c'est que le droit d'auteur existe dès la création de l'œuvre. Parfois, les gens se disent, j'ai écrit un poème, j'ai écrit une musique, j'ai composé, j'ai écrit le scénario d'un film. Est-ce que je dois aller me rendre au ministère de la Culture ou à la Société de droit d'auteur pour la faire protéger? Non. Dans la législation du droit d'auteur au niveau mondial, une œuvre est protégée dès qu'elle est créée. Il faut tout simplement remplir deux conditions. La première condition, l'œuvre doit être originale. Et ça, c'est très important. Original, ça veut dire que l'œuvre doit émaner de son auteur. Pour bien comprendre cela, c'est repartir vers l'anglais, et c'est là où je dis, les langues m'ont beaucoup aidé. To originate, c'est-à-dire l'œuvre qui est son origine de la personne elle-même. La personne peut être inspirée, mais c'est elle-même qui enfante l'œuvre. Et donc, c'est là où on dit l'œuvre est originale. Et donc, pour l'anecdote, chaque fois que je fais des formations, je vous renvoie à l'époque où on était à l'école primaire et que vous aviez votre voisin de banc qui, lorsqu'il répondait à un examen, mettait sa main comme ça pour ne pas vous permettre de voir. Pourquoi est-ce qu'on le faisait? Pour que le voisin ne puisse pas accéder à ce que vous écriviez parce que s'il y accède, il va recopier. Et donc, la réponse que lui, il va mettre sur le papier ne peut pas être originale parce qu'elle ne vient pas de lui, il l'a copié sur vous. Et donc, le droit d'auteur, la première condition, c'est que pour qu'une œuvre soit protégée, il faut d'abord qu'elle soit originale. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut qu'elle soit fixée dans un média où on puisse la percevoir par les sens. C'est-à-dire, vous avez une idée, l'idée n'est pas protégée. Elle ne sera protégée qu'en tant qu'œuvre qu'au moment où vous allez l'écrire et que moi, je puisse y accéder par les yeux, soit par les oreilles, soit par le toucher, soit par tout ce que l'on veut. Voici les deux conditions cumulatives pour qu'une œuvre soit protégée. Par contre, il est conseillé vivement, pour éviter toute contestation sur la paternité d'une œuvre, d'avoir les moyens de preuve que vous êtes effectivement l'auteur de cette œuvre-là. Et donc, parfois, on vous demande d'aller auprès de la société de droit d'auteur pour déclarer l'œuvre. Non pas pour la faire protéger, mais pour que vous obteniez un élément de preuve additionnel qui prouve que vous êtes l'auteur de cette œuvre-là. Donc ça, c'est dans le système global. Il n'y a qu'une seule exception dans le monde, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, eux, ils exigent pour la protection que vous vous rendiez à ce qu'ils appellent le Copyright Office. Après, on peut le faire en ligne.
qui va vous remettre un certificat of ownership. C'est le seul pays au monde où vous avez besoin d'aller enregistrer votre œuvre. Mais pour le reste du monde, voilà. Donc, lorsque vous êtes un artiste en RDC, au Sénégal, au Burundi ou au Bénin, je donne quelques exemples, dès que vous avez créé une œuvre, elle est protégée. Par contre, vous ne pouvez pas la monétiser aussi longtemps que vous n'allez pas la déclarer auprès d'une société de droit d'auteur et à laquelle vous donnez le mandat de vous représenter pour la collecte des vôtres. C'est à ce moment-là que naît la vie économique d'une œuvre, c'est-à-dire tout l'aspect monétisation. Ok, 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 ok. Je, En tout cas, c'est un domaine dont on parle beaucoup, surtout auprès des artistes. Et j'espère que, en tout cas, les explications que tu donnes sont suffisamment claires. Alors, je vois que déjà, lorsque tu as parlé de ton parcours, tu nous as parlé notamment de ton parcours au niveau de la coopération japonaise, c'est ça? Et donc, j'imagine que, alors, selon tes souvenirs, quel est ton premier souvenir de la gestion de projet? Quel est le premier projet que tu estimes avoir eu à gérer, que ce soit de manière professionnelle ou pas? Alors, à la coopération japonaise, où j'ai appris la gestion de cycle de projet à l'époque, l'un des projets qui m'a été confié, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est celui de One Village, One Product dont j'ai parlé. Donc, c'est partir d'un constat plus ou moins sur comment favoriser le développement de l'entrepreneuriat et de l'industrialisation, de la transformation des produits agricoles, ce qu'on appelle la valeur ajoutée, dans des communautés, dans des districts ou dans des villages. Et comment accompagner à la fois les entités administratives, les communautés et ce qu'on appelle des intervenants, c'est-à-dire ceux qui permettent de transformer les matières premières en produits à valeur ajoutée. Et donc, c'était la première fois pour moi de faire un véritable exercice qui allait de l'identification des besoins, l'élaboration de ce qu'on pourrait appeler un case study, et puis toutes les phases de la gestion des cycles de projet, vraiment tout le cycle. J'ai rédigé à l'époque donc j'ai appris à rédiger en fait tout un document pour élaborer la problématique, identifier les acteurs, identifier maintenant les différentes étapes à suivre pour arriver à un résultat. Et donc, pour moi, c'était assez énorme. Voilà. Et ça s'est traduit maintenant par un véritable rapport entre le terrain, consulter de manière extensive les communautés, vous avez des fermiers, vous avez des agriculteurs, des agronomes, comprendre quelles sont leurs attentes, need assessment, quels sont leurs besoins, transformer tout cela en concept, voilà, et identifier les actions, les budgets, élaborer les indicateurs, tout un tas de paramètres, bref, toute une science. Voilà. Donc, c'était pour moi le premier exercice de One Village, One Product, un village, un produit que j'avais fait à l'époque. Et après, avec la coopération japonaise, on a vraiment affiné cet aspect de la gestion de cycle de projet. Voilà. Donc, c'est pour Ok, moi le premier souvenir de la question de la gestion de projet. ok, ok. Et donc, alors, selon toi, de ta connaissance en gestion de projet, quelle serait la place de la gestion de projet euh, au- dans notre pays? Est-ce que tu estimes que la gestion de projet peut être un des leviers pour faire avancer le pays ou l'Afrique en général? Absolument, c'est indéniable. En fait, pour moi, et ça j'ai vraiment appris,
Le développement, c'est une question de planification. Et non seulement de la planification, mais des outils. On n'invente rien, il faut des outils. La réalité, elle est complexe, elle est multiforme, mais pour la saisir, il faut avoir la boîte à outils. Moi, j'appelle ça la boîte à outils, qui vous permet d'extraire de la réalité une problématique et de dire comment on fait. Et donc, il faut des outils qui sont éprouvés. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment important parce que si on prend un pays tel que le nôtre où tout est prioritaire et que à la fois l'éducation, les infrastructures, la santé, l'alimentation constituent des défis, il faut à un moment qu'on se donne les moyens, à la fois au niveau national, au niveau régional et au niveau des entités décentralisées, ainsi de suite. Donc, il faut des outils. Et la gestion de projet donne ces outils. C'est très, très important. Ça permet, dans un premier temps, l'appropriation des communautés. On ne peut pas faire le développement sans les communautés. Comme disait quelqu'un, c'est que vous faites sans moi, vous le faites contre moi. Ça permet à un moment de créer des mécanismes de redevabilité et ça permet de créer des mécanismes qui permettent de mesurer le développement parce que c'est très important. Et donc, je pense que pour la RDC, c'est essentiel, c'est capital, la gestion de projet, que ce soit au niveau public, que ce soit au niveau privé. Donc, pour moi, c'est essentiel cet aspect-là. D'accord. Alors, quels sont les principaux projets de la CISAC qui sont en cours ou dont tu peux nous parler? Alors, il y a plusieurs activités, projets de la CISAC, à la fois au niveau global et au niveau africain. Moi, je vais peut-être en prendre un au niveau global. Je vais finir avec celui-là, mais je vais commencer par le niveau africain. Au niveau africain, l'un des grands projets sur lesquels on travaille, c'est la question du numérique. Comme je l'ai dit tantôt, les œuvres aujourd'hui ne sont plus exploitées dans la forme traditionnelle que nous avions, CD, DVD, ainsi de suite. Il y a un modèle économique qui devient de plus en plus dominant, c'est le digital, c'est le numérique. Avec les plateformes, maintenant, la musique, c'est sur YouTube, c'est sur Facebook, c'est sur Deezer, ainsi de suite. Et donc, l'un des défis en Afrique, c'est comment monétiser la créativité africaine sur ces plateformes-là. Et donc, l'un des projets sur lesquels on travaille, c'est d'avoir ce qu'on appelle un hub, c'est-à-dire une plateforme qui permet aux différentes sociétés de droits d'auteur de capter la valeur économique de la créativité dans le numérique. Quel est l'enjeu? Je vais prendre un exemple simple. YouTube, qui est une plateforme où ce n'est pas YouTube qui met le contenu, ce sont les utilisateurs qui mettent du contenu. Et c'est des millions de données. C'est vraiment des données énormes. Et la loi dit, chaque fois qu'une œuvre est exploitée, même sur sa forme numérique, il faut rémunérer le créateur. Mais il faut d'abord identifier ce créateur-là. Si c'est Lokwakanza qui a mis, quelqu'un a mis la musique de Lokwakanza, comment on va faire pour rémunérer Lokwakanza? Et donc, il faut avoir les outils qui vont identifier les données et les métadonnées de l'œuvre. Et ce sont ces données qui vont permettre à une société de droit d'auteur d'envoyer une facture à YouTube en lui disant, sur votre plateforme, tel jour, il y a eu cette musique qui a été regardée, streamée, et ça nous renvoie à la fameuse question des millions de vues. Et donc, au niveau africain, on met en place une plateforme qui est en Afrique du Sud avec une société qui s'appelle Capasso. Il y a même un Congolais qui y travaille, qui représente l'ensemble des sociétés de droits d'auteur du continent africain, en tout cas sur lequel on travaille. Donc, aujourd'hui, on est à peu près sur 22 sociétés de droits d'auteur qui sont dans ce hub-là. Ce qui permet aujourd'hui d'envoyer des factures à TikTok, d'envoyer des factures à Netflix, à YouTube et à différentes plateformes telles que Deezer, Spotify, lorsque celles-ci travaillent. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un chantier énorme. Aujourd'hui, on est à 9 millions non, 13 millions d'euros qui sont collectés grâce à cela. Mais pour moi, je pense qu'on peut encore faire mieux.
Le deuxième grand chantier, c'est sur la législation. La législation, surtout en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe et de l'Est, sur un mécanisme qui s'appelle la rémunération pour copie privée. La rémunération pour copie privée, c'est que dans la loi, il est prévu que lorsque vous et moi, on fait une copie d'une œuvre pour notre usage privé, vous prenez une musique que vous copiez de votre laptop et que vous montrez sur une clé USB, en fait, vous faites une reproduction d'une œuvre, vous faites une copie. Par la loi, pour faire une telle copie, vous devez obtenir l'autorisation de l'auteur de l'œuvre. Mais c'est impossible parce que sur un territoire comme le nôtre, 100 millions d'habitants, on ne sait pas combien de gens ont des laptops et ainsi de suite. Il est pratiquement impossible que chaque individu, pour un usage privé, cherche où est JB Mpiana, où est Koffi Olomide, où est Fally Ipupa pour que je lui demande l'autorisation. Et donc, la loi a prévu une exception qu'on appelle une exception de copie privée, c'est-à-dire, vous et moi, à titre privé, on peut faire des copies. Néanmoins, la multiplication des copies met en danger le principe même de la rémunération, c'est-à-dire, si tout le monde peut faire des copies, pourquoi est-ce qu'on va aller s'abonner à Deezer ou à Spotify, ce qui permet à Fally Ipupa d'avoir de l'argent lorsque Deezer va le payer? Et donc, la loi a prévu un mécanisme compensatoire qu'on appelle la rémunération pour copie privée. Comment ça fonctionne? Sur chaque appareil qui est importé ou fabriqué dans un pays et un appareil qui a une mémoire, c'est-à-dire où vous pouvez faire des copies, la loi dit on va prendre un tout petit montant qu'on va reverser à la société de droit d'auteur. Et cet argent, 75% va être partagé aux artistes et 25% va aller dans un fonds d'action culturelle. C'est le fonds qui va aider pour soigner les artistes lorsqu'ils sont malades, pour financer des festivals, pour financer des tournées et ce genre de choses. Et donc, en Afrique de l'Ouest, on est vraiment en train de travailler pour les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sur une législation communautaire. Donc, on va avoir une directive régionale pour les 8 pays. Donc, l'année passée, on a eu une validation technique de cette directive régionale et au mois de septembre, nous avons une validation politique. Et cette année, nous sommes en train de travailler pour la transposition de cette directive dans les législations nationales. Et donc, c'est énorme en termes d'argent. Si vous prenez un pays tel que la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui collecte à peu près 6 millions d'euros, avec la rémunération pour copie privée, on va pratiquement tripler ou quadrupler les montants des collectes. Donc, ils peuvent arriver sur 20 millions d'euros. Imaginez-vous tout simplement tous les téléphones portables, les clés USB, les laptops, les cartes mémoire qui entrent en Côte d'Ivoire par le port d'Abidjan ou ailleurs et qu'on retire l'équivalent de 5, 6 euros ou 10 euros, ainsi de suite. Donc, c'est cette masse. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un projet. Le dernier, et c'est celui sur lequel je travaille beaucoup, c'est sur un label qui s'appelle le label de conformité au droit d'auteur. C'est de transformer le respect du droit d'auteur par les télévisions, les radios, non pas en charge, mais en opportunité économique pour ceux qui payent. Donc, l'exemple, je voudrais, en tout cas, c'est l'ambition, que prochainement, lorsque vous allez choisir un restaurant, un hôtel, un café, vous vous disiez, je vais aller dans un restaurant qui respecte le droit d'auteur. Et donc, nous, en amont, on va donner un label à ce restaurant et ce restaurant va l'afficher. Vous irez à la réception, dans le café, et vous allez avoir une expérience client particulière en disant, je suis dans un café, je suis dans un restaurant ou dans un bus qui soutient les artistes, qui soutient la création des emplois pour les jeunes. Donc, ça, c'est le projet sur lequel on travaille et on l'a commencé au Cap-Vert, au Maroc, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et on va aussi l'amener au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. J'espère l'amener en tout cas au Congo. Pour ceux qui ne le savent pas, le Congo, ou plutôt Kinshasa et Brazzaville, vont être proclamés capitales africaines de la culture pour 2025 jusqu'à 2027. Et donc, j'ai l'ambition, dans ce cadre-là, de travailler à ce que
le label de conformité au droit d'auteur soit aussi déployé en RDC. OK, parfait, 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 parfait. Je crois on est en train d'aller vers la fin de notre entretien. Alors, en termes d'expérience personnelle, j'aimerais un peu que tu nous parles de de tes succès, mais aussi des leçons apprises. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques leçons apprises que tu as appris, que tu as eues durant ta carrière? Et surtout, quels sont tes plus grands succès, ceux que tu estimes comme étant tes plus grandes réussites au cours de ta carrière? Alors, pour moi, en termes de leçons apprises sur pratiquement ma carrière professionnelle, j'ai commencé en 2009 jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait quand même très, très longtemps. L'une des grandes leçons pour moi, c'est que il faut choisir ses combats. C'est très, très important. Il faut choisir ses combats dans ce que l'on fait. Il faut avoir une raison profonde dans l'engagement professionnel. Parfois, et je le pense, ça nous arrive à nous tous, il y a un mal-être parce que on n'arrive pas à comprendre pourquoi on est là. Oui, il y a une motivation salariale, on a tous des familles, il faut vivre, mais il faut chaque fois arriver à trouver pourquoi. Et donc, pour moi, l'une des grandes leçons, c'est à un moment de trouver pourquoi on est là et quelle est sa mission. Et j'ai toujours cette phrase de Frantz Fanon qui m'accompagne, en tout cas pour moi, c'est devenu, chaque génération doit, dans une opacité relative, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir, surtout pour notre génération. Partout où nous sommes, il faut découvrir sa mission. Et il l'a fait. Et donc, pour moi, ça, c'est très, très important. C'est ce qui fait qu'on se sent utile dans cela. La deuxième grande leçon, en tout cas pour moi, il faut faire des choses qui vont transformer le quotidien. Je le conçois comme ça. Moi, je pars du principe, même pas du principe, je pars du constat que dans les jeunes qui quittent le continent africain pour mourir en Méditerranée, nous sommes tous responsables. C'est-à-dire, chacun à son niveau, nous n'avons pas pu créer les conditions pour retenir ces jeunes-là en Afrique, pour les faire rêver de rester sur le continent. Et donc, il faut à un moment rêver grand. Il faut rêver, se projeter sur tout un continent. Et pour se dire, je participe à une transformation, à un mieux-être. Voilà. Et ce qui fait que pour moi, et ça je l'ai appris chez les Japonais, c'est ce qu'on appelle self-reliance, c'est-à-dire on ne peut compter que sur nous-mêmes. Personne ne va venir nous sauver. Il faut compter sur soi-même, et ça c'est la première partie de la phrase, compter sur ses propres ressources, mais innover. Il faut innover systématiquement. Il faut innover au niveau de la politique. Il faut innover au niveau des projets. Il faut innover au niveau de propositions. Il faut convoquer la réalité. Lorsqu'on veut le développement, il faut le convoquer. Il faut vraiment avoir l'ambition. Donc, vraiment, pour moi, ce sont les grandes leçons. Et en termes de succès, pour moi, j'en ai parlé, d'imaginer une législation au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et je me souviens, lorsque j'ai rédigé la note conceptuelle de ce projet, c'était en 2019, et que j'ai organisé mon premier séminaire à Dakar, et où j'ai demandé aux différents participants de faire une feuille de route. Je n'avais jamais imaginé que ça allait aboutir à une directive régionale. Mais j'avais une intuition qu'il y avait un changement. Donc, pour moi, aujourd'hui, lorsque je vois cette directive, en 2025, elle va être implémentée. En tout cas, je suis très fier de cela. Je le prends vraiment comme un succès. L'autre succès, c'est le label de conformité au droit d'auteur. Je l'ai plus ou moins déployé dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça aussi mon ambition, c'est de ramener la question du droit d'auteur dans des industries telles que celle du sport. Et on a réussi à négocier un montant assez substantiel de 480 000 euros
qui doivent être payés aux artistes pour l'exploitation de musique pendant la CAN. On se bat encore pour que le montant arrive dans les caisses, mais au moins pour moi, le principe est acquis. Et pour moi, ça, c'est vraiment important. Et récemment, j'ai été contacté par l'UNESCO qui disent, mais pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, on veut que tous les hôtels, tous les restaurants, tous les cafés qui vont profiter de la manne économique soient des cafés qui soient respectueux du droit d'auteur. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment des succès. Voilà. En termes de défis, en tout cas, pour moi, ça reste le cœur de l'Afrique, la RDC. Je pense que je n'aurai de cesse sur la question du droit d'auteur si la RDC n'arrive pas à réaliser son potentiel. Pour moi, ça reste encore le plus grand défi pour moi. Ok. On va chuter. Bon, je crois qu'on va répondre à quelques questions. Euh, euh, bon, il y a deux questions qui ont été posées par deux personnes différentes, mais je trouve qu'elles sont liées. La première personne a posé la question de comment faire pour que la SOCODA respecte les règles. La deuxième personne a posé la question que, disons que, excusez-moi, la rumba congolaise patrimoine immatériel aujourd'hui se vend partout à travers le monde. Cependant, les artistes ne se retrouvent pas et vivent dans la précarité avec une société des droits d'auteur mal gérée. La CISAC ne peut-elle pas renforcer la capacité des dirigeants actuels de la SOCODA? Donc, au fait, les deux questions parlent de la SOCODA. Alors, qu'est-ce que tu peux donner comme réponse à ces questions? Alors, effectivement, pour la SOCODA, il y a une question qui est essentielle, qui est la question, je veux dire, de la gouvernance. Comment est-ce que ce qu'on appelle les sociétaires, c'est-à-dire les artistes, vont travailler pour que la SOCODA devienne une société modèle? Et on peut prendre plusieurs pistes. Il y a une piste politique. Comme je l'ai dit, c'est aussi d'abord une question de volonté politique par rapport aux industries culturelles et créatives. Le droit d'auteur n'est qu'un dispositif pour monétiser la créativité. Et donc, comment est-ce qu'au niveau politique, on va ramener la il n'y a Allô, plus Sam? des gens qui vont aller pour faire partie. OK. Ah, je vous ai perdu quelques instants. Ça va? Tu m'entends? Ouais, ça va maintenant. Voilà. Tu Donc, je parlais de la disais, volonté politique. Ouais. la volonté politique d'inscrire les industries culturelles et créatives comme des leviers d'accroissement économique. Et je donnais un exemple en disant, si vous enlevez la rumba d'une boîte de nuit ou d'un quartier tel que Victoire, par exemple, vous n'avez plus toute l'affluence. Or, les bars payent des redevances en termes de taxes. Les boîtes de nuit, lorsque vous achetez une bouteille de coca en boîte de nuit et une bouteille de coca en dehors de la boîte de nuit, ce n'est pas le même prix. Or, sur chaque bouteille de coca, il y a une TVA qui est captée par l'État. Et donc, ça permet de ramener des revenus à l'État. Plus vous avez une industrie culturelle dynamique, c'est un moyen d'accroître des revenus. Et lorsque, par exemple, sur une télévision, sur une radio, vous imposez un quota en disant telle télévision, telle radio doit jouer 90% de musique du répertoire congolais, les télévisions et les radios vont être obligées
de chercher du contenu. Or, ce contenu, pour l'avoir, il faut que des artistes le créent. Et c'est comme ça que vous créez de l'emploi. Et donc, la SOCODA entre dans ce dispositif-là. Et donc, c'est une question de volonté politique de comprendre comment la culture peut être capitalisée comme un levier pour accroître des revenus fiscaux, diversifier l'économie et créer des emplois. Donc, pour moi, la SOCODA doit se trouver au confluent de ces intérêts-là. Et à ce niveau-là, l'État, en tout cas, doit intervenir pour dire comment est-ce que nous allons mettre de l'ordre dans ce secteur-ci. Donc, pour moi, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la SOCODA doit embrasser ce qu'on appelle la technologie. Aujourd'hui, le droit d'auteur, c'est des millions de données et de métadonnées. Vous ne pouvez pas identifier vos œuvres comme vous le faisiez il y a 15 ans sur Excel, ainsi de suite. Il faut des outils, des infrastructures. Et ces outils, ça existe. Ce n'est pas tellement compliqué, il faut tout simplement les avoir. Et l'outil, et pour moi, ça c'est capital, l'outil permet d'objectiver les opérations, c'est-à-dire ça diminue l'influence humaine, parce que nous parlons d'argent. L'outil permet d'automatiser, d'objectiver et de rendre les opérations transparentes. Donc, il faut que les artistes congolais poussent à l'automatisation de la SOCODA. Et ça aussi, ça demande à la fois un engagement des artistes, mais aussi un engagement du pouvoir politique. Donc, je vais m'arrêter à ces deux exemples-là. Et après, il faudra aussi qu'il y ait une éducation de la population, de nos communautés, surtout du secteur privé. Et voilà pourquoi je reviens encore avec ce concept du label de conformité au droit d'auteur, en vous donnant un exemple simple de ce qui s'est passé au Zimbabwe. Ou plutôt, les hôtels, les restaurants, les cafés ne payaient pas, et les télévisions et les radios. La directrice de la société de droit d'auteur a tout simplement pris le nom de tous ceux qui ne payaient pas et les a mis dans un journal. Et ça a été un scandale. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, elle leur a foutu la honte. Et cet aspect-là a changé radicalement la question du droit d'auteur au Zimbabwe. Pourquoi? Parce que plus personne n'avait envie d'aller manger dans un hôtel qui ne respectait pas le droit d'auteur parce qu'il se retrouvait sur cette liste-là. Et l'année suivante, lorsqu'elle a décidé de refaire la même chose, les utilisateurs ont couru vers elle en disant « Ne nous mets plus dans le journal, nous on va payer ». Pourquoi? La réputation, le brand. Vous vous souvenez de l'exemple que je vous ai donné avec le réalisateur du film qui nous avait spolié? C'est la réputation. Donc, je pense aussi que pour la RDC, on peut imaginer que beaucoup d'opérateurs économiques n'ont pas intérêt à ce que leur nom, leur image soit associée avec la violation du droit d'auteur. Donc, on peut aussi jouer sur cet aspect-là et j'espère qu'on va y arriver lorsque Kinshasa sera proclamée capitale africaine de la culture. En tout cas, on va se battre pour ramener cet aspect-là en disant, vous êtes une télévision, vous êtes une radio, vous êtes un hôtel, jouez le jeu. Sinon, nous, on va vous mettre sur la place publique. Voilà. Ok. Alors, je crois que c'est la dernière question. Quelle approche de gestion de projet utilisez-vous dans les sociétés de droit d'auteur, en sachant que c'est un monde en perpétuel changement? Alors, l'approche que nous utilisons, c'est la GAR. Peut-être que vous la connaissez, c'est la gestion axée sur les résultats, constamment. Parce que chaque fois, il faut, comme c'est complètement en mouvement, chaque année, on demande à chaque société de se fixer des nouveaux objectifs. Et donc, son cycle de projet, c'est par rapport à ces objectifs. On fait toujours cet exercice qu'on appelle l'arbre à problème que vous connaissez, après un SWOT analysis, et après, maintenant, on se fixe des objectifs et on détermine les étapes pour atteindre ces objectifs-là. Donc ça, c'est vraiment l'outil que moi, en tout cas, moi, j'ai amené. Les sociétés de droit d'auteur ne l'avaient pas, mais mon expérience à la coopération japonaise m'a permis d'amener dans la question du droit d'auteur des outils qu'ils n'avaient pas. Donc, vraiment de la gestion de projet. Et c'est ce que moi, j'ai amené. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que nous, on appelle la GAR, la gestion axée sur les résultats, qui est en fait l'une des méthodes de la gestion de projet. OK. OK, merci beaucoup, Samuel. Moi qui vous remercie. Alors, merci à tous les participants. Merci. J'espère que
Ça, j'espère que l'exposé de notre invité a été bien accueilli. J'espère que vous avez beaucoup appris. Et il y a monsieur ou madame, monsieur Michaud Longa qui vous dit qu'il vous attend pour votre expertise lors de votre prochain passage à Kinshasa. Bon, Que je salue ok, beaucoup puisque nous avons étudié ensemble au secondaire. Donc, c'est un grand, grand plaisir de le retrouver, d'accord. cher Michaud Longa. Ok, ok. Ok, alors merci à tous. Merci à tous les volontaires qui ont été là, qui ont permis à ceux que ce 14e numéro de Think Out of the Box puisse se passer dans les meilleures conditions. Et surtout, je vous donne rendez-vous le 25 mai au Odyssey Orange Digital Center pour une conférence en collaboration avec le chapitre. Et puis, le 30 mai pour le 14e numéro de Focus sur la gestion de projet. Et donc, merci surtout à toi, Samuel. Merci Merci. d'avoir pu dégager ton temps. Et un dernier mot. Bon, un dernier mot, soyez des ambassadeurs du droit d'auteur. Soyez des ambassadeurs. Si vous voyez quelqu'un auprès de vous qui partage des livres sur WhatsApp, pensez tout derrière que vous contribuez à la précarité de nos enfants, de nos neveux, de nos nièces. Voilà. Si vous voyez quelqu'un qui partage des films, pensez toujours que derrière, c'est des créateurs. Donc, soyez des ambassadeurs du droit d'auteur. Moi, je travaille sur ce projet-là. Si vous voulez devenir ambassadeur du droit d'auteur, moi, je suis prêt à travailler avec vous pour vous former pour que vous deveniez ambassadeur du droit d'auteur dans votre communauté. D'accord, d'accord. OK, et merci. Alors, pour toute personne qui a besoin de... Alors, Madame Jessica, cet enregistrement sera disponible sur la chaîne YouTube du chapitre dans les jours qui viennent. Et donc, pour ceux qui auront besoin de le revisionner, il sera disponible. Et donc, pour toute personne qui aura besoin de contacter le chapitre, n'hésitez pas. Je vais juste à la fin je vais mettre les contacts du chapitre pour que vous puissiez les copier. Et merci beaucoup, Samuel. Et C'est moi qui merci te à tout le remercie. monde. Et bonne soirée à tous.